Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e épisode de Survol d'Histoire. La dernière fois nous nous étions quittés sur la province de Québec qui est restée de culture et de langue française face aux concessions de l'Empire britannique qui espérait de cette manière éviter une nouvelle guerre d'indépendance. Et c'est précisément de guerre d'indépendance que nous allons pouvoir parler aujourd'hui. Suite à la fin de la Nouvelle-France citée précédemment dans les épisodes 4 et 5, les 13 colonies étaient enfin tranquilles, libérées d'un voisin plus encombrant. Cependant, tout ne va pas pour le mieux dans les meilleures des colonies, supportant de moins en moins bien les taxes imposées par la couronne britannique ainsi que leur non-représentation au Parlement britannique. Cette situation jugée inacceptable par de nombreux colons divisa donc la population en deux. D'un côté, il y avait donc les loyalistes, fidèles à la couronne d'Angleterre, et de l'autre, les patriotes, des révolutionnaires partisans de l'indépendance. Et c'est ainsi que la guerre d'indépendance des États-Unis éclata, avec mot d'ordre pour les patriotes: tous les hommes sont créés égaux. Ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables, parmi lesquels la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Alors faut quand même savoir que dans la mentalité des gens de cette époque-là, à la base un homme, c'était qu'un sujet du roi. Le roi qui avait été désigné par Dieu lui-même. Donc le sujet lui devait une obéissance absolue. Bref, un vulgaire pion sur un vaste échiquier, ne disposant d'aucune réelle possibilité d'ascension sociale, selon le rang de la famille qu'il a vu naître. Je vous laisse imaginer ce qu'il a dû se passer dans la tête des gars qui ont entendu pour la première fois ces mots, ces idées, l'effet que ça a dû leur faire, quoi. Ce sont ces mêmes personnes sans la moindre formation militaire qui ont composé la première armée américaine. On les surnommait les Minutemen. Non, j'ai dit les Minutemen. Voilà, merci. Minutemen, parce que ces gars-là étaient capables d'abandonner en une minute leurs femmes, leurs enfants pour aller se battre pour leur liberté. Bref, ces citoyens adoptèrent la stratégie indienne de guerre d'usure et d'escarmouche. Des tireurs isolés, cachés dans les arbres et les broussailles, des forêts, visant en priorité les Indiens servant de guide aux armées britanniques afin qu'elles se perdent, puis les commandants pour achever la désorganisation des troupes, tout cela en restant hors de portée des Britanniques grâce à une arme nouvelle, les carabines à canon rayé. C'est l'heure de l'instant armurier! Rubrique approuvée par la NRA. Vous voyez tous l'opening de James Bond avec ce cercle entourant l'agent secret d'où des lignes stylisées partent. Comme vous le savez, c'est une vue subjective de la balle censée tuer Bond placée au fond du canon du revolver. Et ces lignes sont donc les rayures faites tout le long du canon du revolver. Outre une super idée de mise en scène de mettre le spectateur à la place de la balle, ça permet d'illustrer parfaitement cette technologie. Les rayures sont censées imprimer à la balle un mouvement de rotation augmentant de ce fait la précision de la balle due à la force centrifuge. Aujourd'hui encore, et bien que ça n'y ressemble plus du tout, on utilise le nom balle pour désigner encore ces munitions. C'est tout simplement dû au fait qu'à l'époque, les balles ressemblaient réellement à des petites balles faites de plomb. De leur côté, les Britanniques possédaient des mousquets à âme lisse, se contentant seulement de propulser la balle, d'une portée efficace de 100 mètres, avec une précision bien plus que réduite, car à chaque tir, vous aviez seulement une chance sur 30 d'atteindre votre cible. Ce qui faisait que pour se donner plus de chance, les soldats se mettaient en ligne et tiraient une volée de mitraille tous en même temps. Cette formation donna d'ailleurs son nom à cette catégorie d'unité, l'infanterie de ligne. Un peloton d'exécution à grande échelle, quoi. C'était l'heure de l'instant armurier! À propos d'infanterie de ligne et de mitraille, je veux vous citer une autre phrase qui a marqué l'histoire. Une fois de plus, c'est l'un des généraux de Napoléon qui, de toute évidence, était un proche de Cambronne. Ce type s'appelait Le Pic. Et durant une bataille, il dit à ses soldats qui étaient pris sous les tirs ennemis: La tête haute, la mitraille, c'est pas de la merde. Charmant, n'est-ce pas? Mais dites-moi, tout à l'heure on parlait de cinéma, un empire surpuissant, avec des soldats qui arrivent à toucher leur cible seulement une fois sur 30, ça vous rappelle rien? Et en face, des rebelles luttant pour instaurer une république alors qu'ils ont pratiquement pas de matos, surtout comparé à l'Empire, ça vous rappelle rien non plus? Surtout que malgré leurs minuscules moyens, ils réussissent à mettre en déroute une armée surpuissante. Eh ben ouais, Star Wars. Qu'on pourrait percevoir comme une allégorie de l'indépendance américaine, mais avec Laurel et Hardy version robot. D'ailleurs, pour appuyer mon propos, vous pourrez constater dans la version originale que les officiers impériaux parlent avec un accent bien anglais, alors que les rebelles, eux, utilisent un accent bien yankee. Non, yankee, j'ai dit. Voilà, c'est mieux. Enfin, je suppose. Bref, en prenant ces films, en particulier l'épisode 4 sous cet angle, on comprend tout de suite mieux l'intérêt qu'ont les Américains pour Star Wars. Mais, une fois de plus, assez divergé comme ça. Grâce à leur tactique d'usure empruntée aux Indiens et à leur carabine à la portée 2 fois supérieure à celle des Britanniques, les Patriotes parvinrent à remporter plusieurs victoires, ce qui finit par susciter un intérêt croissant chez un vieil ennemi.
qui pourrait bien finir par devenir le plus puissant des alliés. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour la suite de ce survol, mais bien sûr, c'est si vous le voulez bien.